Bonjour. S'il est un livre dont la parution répond actuellement aux vœux de tous et à l'objectif de la charte de la révolution socialiste malagasy, c'est trop tard pour en parler, c'est bien celui que nous présentent aujourd'hui les auteurs Rabelson Ernest et Ratoursan Michel. Ayant à leur actif plusieurs années de pratique judiciaire en tant qu'auxiliaires à part entière de la justice, ils ont su rallier leur savoir et leur expérience en écrivant ces quelques pages et réaliser une gageure. Entre les ingénieuses présentations méthodiques d'une série de questions-réponses sélectionnées et illustrées de jurisprudence, la plupart authentiquement malagasy, accessibles au grand public profane, et les simplifications dépourvues d'intérêt parce que trop élémentaires pour les initiés, leur plume a se trouvé la voie d'une vulgarisation modeste dont ils se défendent d'y voir autre chose qu'un moyen d'information de la masse, mais dont la valeur et l'utilité ne sont plus à démontrer. En effet, le même volume de l'ouvrage et les méthodes employées ont été ni trop restreints pour éviter le risque d'apprendre que peu de choses au public, et trop abondants pour éviter de l'égarer dans une masse de termes qu'il n'aurait guère l'occasion d'utiliser. Rien n'est plus important au surplus pour le développement intellectuel et juridique d'un pays que la connaissance par son peuple de la législation qui y est en vigueur. Cependant, les foyers et relais actifs de diffusion de la règle de droit, accessible à tous en français et malagasy, font cruellement défaut. L'ouvrage intitulé « L'individu face à la loi et aux problèmes juridiques inhérents à la vie courante » pallie à cette absence d'information et par son contexte éclairant, sa phrase explicative, la grande diversité des thèmes présentés offre au public un large panorama de monde juridique, ancien encore en usage et contemporain, adopté à son besoin et destiné à éveiller sa curiosité et sa léthargie intellectuelle, car à chacun c'est son droit. La science juridique permettrait aux hommes de mieux vivre, de vivre en harmonie dans une société modelée par eux, pour eux, selon leurs goûts, leurs besoins et leurs aspirations. Les auteurs, en illustrant leur ouvrage par de nombreux exemples, pratiques liées à la vie de tous, tous les jours, sans oublier leur insertion familiale, sociale, nationale, autant les sujets qu'ils connaissent bien, se proposent de contribuer à ouvrir à l'esprit du public malagasy l'initiation à une formation théorique et pratique élémentaire du droit, afin d'améliorer l'accueil du justiciable dans les tribunaux et l'exhorter à une plus grande loyauté et une participation plus effective et plus sincère au déroulement des procès. Décrire les problèmes juridiques pratiques de la vie courante, n'est-ce pas en effet se plonger en quelque sorte dans la vie, comprendre les réactions de ses concitoyens et satisfaire leurs besoins? D'aucuns
pense peut-être que la parution de cet ouvrage porterait atteinte au libre exercice de certaines professions. Le terme n'est pas heureux. N'est-il pas préférable de se référer à cet humanisme qui doit forger et animer les relations entre tous les membres d'une même société? C'est dans cet esprit qu'a été conçu le présent ouvrage. C'est un ouvrage qui parle beaucoup de la loi. Bon, ça m'a beaucoup frappé et je vous le partage. Conçu et rédigé pour être compris par tous, l'ouvrage L'individu face à la loi et aux problèmes juridiques inhérents à la vie courante décrit l'état positif de l'ensemble des droits malagasy, droit civil, pénal, social, travail, administratif, procédure civile et pénale, et permet de trouver rapidement les solutions d'un problème juridique dans les deux langues, française et malagasy. Certes, notre travail est très incomplet et très imparfait, mais qu'on veuille bien en oublier les imperfections et n'y voir que ce qu'il peut avoir d'utile. Notre modeste ambition étant donc être utile à nos concitoyens. Par ailleurs, bien que nous ayons dû borner à cet ouvrage élémentaire limité aux expériences authentiquement malagasy, nous n'avons pu nous passer d'emprunter et de laisser une large place aux définitions et jurisprudences françaises et les avons reproduites dans notre ouvrage, ces définitions et jurisprudences ayant fait leur preuve et ont été utilisées par de nombreuses générations de praticiens et devanciers, et que les tribunaux malagasy, dans bien des cas, continuent encore à appliquer. Pour les étudiants en droit, chez qui un manque de documentation rationnelle est particulièrement ressenti, cet ouvrage complète leur arsenal juridique. Comment servir du présent ouvrage? Je n'en sais rien, hein. Mais je l'ai lu parce que ça m'a beaucoup intéressé. Je voulais en partager vraiment quelques-unes de ce qu'on dit dans cet ouvrage. Il y a beaucoup de questions diverses sur le divorce en droit malagasy. Quelles sont les causes du divorce? Qu'entend-on par divorce? Patati patata. Les autres condamnations pour vol, escroquerie, abus de confiance et autres ne peuvent-elles pas être considérées comme cause suffisante du divorce? Je ne sais pas. Il y en a beaucoup de réponses, mais ça m'a beaucoup fait réfléchir à beaucoup de choses. Une séparation de longue durée, 10 ans, l'attente de l'issue d'un divorce gagné en première instance mais interjeté en appel par le conjoint perdant l'abandon du domicile conjugal par l'autre époux, peuvent-ils libérer l'autre époux du devoir de fidélité? Pour être valables, quel caractère doivent revêtir les preuves littérales? Qu'entend-on par délit flagrant d'adultère et dans quelles circonstances dit-on qu'il y a flagrant délit d'adultère? Qu'est-il de l'adultère du mari commis hors du domicile conjugal? Qu'entend-on par domicile conjugal? Chez les malgaches, la maison conjugale doit s'entendre de toute habitation dans laquelle réside pendant quelque temps le mari
le mari, où il avait le droit de contraindre sa femme à habiter, où celle-ci aurait le droit d'être reçue, sont donc réputées maisons conjugales. La maison où le mari fournit sa concubine locataire, les sommes nécessaires au paiement du loyer, l'appointement mis gracieusement à la disposition du mari, le pavillon propriété de la concubine, mais où le mari habite avec elle, l'appartement qui communique ne fait qu'un avec la résidence du ménage, le logement meublé ou loué en réalité par le mari sous le nom de sa concubine ou sous un nom supposé, la chambre d'hôtel qui constitue la seule résidence fixe du mari. Par contre, la jurisprudence se refuse de reconnaître le caractère de domicile conjugal à la résidence purement occasionnelle du mari, telle que la chambre d'hôtel louée pendant quelques heures ou le pied-à-terre utilisé par l'extérieur de la profession, au logement effectivement loué par la concubine qui en supporte le loyer et les charges. Oh, ça alors! L'abandon du domicile conjugal peut-il être une cause de divorce? L'abandon du domicile conjugal n'est pas forcément une cause de divorce s'il se produit dans les circonstances dictées dans l'intérêt du ménage, éloignement pour cause de travail ou dans l'accomplissement des devoirs envers les parents. Je n'en sais rien. Donner aux parents malades qui ont besoin et autres. Par contre, il devient injurieux s'il n'est pas justifié au départ par une excuse ou une explication plausible et pertinente, ainsi constituant les abandons du domicile conjugal et par conséquent les causes du divorce, les agissements suivants. L'épouse qui quitte le domicile conjugal en emportant en présence d'un huissier son mobilier, en faisant constater le misintaka, ayant par ces faits manifesté son désir de ne plus réintégrer le domicile conjugal, la femme qui se prétend l'unique soutien de son vieux père et qui refuse de suivre son mari au domicile fixé par celui-ci, alors surtout que cette qualité est contestée. L'épouse malade qui reçoit tous les soins occasionnés par son état au domicile conjugal et qui, pour justifier son devoir, invoque la nécessité de se faire soigner hors du domicile conjugal. L'épouse qui a quitté le domicile avec l'accord de son mari pour soigner sa mère malade qui ne réintègre pas le domicile après la guérison, malgré l'envoi d'une somme d'argent pour les frais de voyage ou une lettre de son père. Ce refus constitue une cause de divorce et s'il y a éloignement des lieux, il y a lieu d'exiger du mari le refus délibéré de la femme de réintégrer le foyer conjugal et s'expliquant en fait par l'absence d'affection réciproque motivée par une longue séparation de 7 années, ce refus constitue une violation de la loi du mariage et une injure grave à l'égard de l'époux, rendant désormais impossible le maintien de la vie commune. Le refus de la femme de s'intégrer le domicile conjugal et qui allège comme motif qu'elle accomplit ses devoirs vis-à-vis de ses parents, aussi légitime que soit le vœu de la femme, celle ne peut se dispenser de l'obligation de cohabitation résultant du mariage, étant donné que le domicile offert par le mari ne présente aucun danger physique ou moral pour sa femme. Refus de la femme qui a usé de son droit du misintaka de réintégrer le domicile conjugal malgré les démarches, les prières de son mari. Oh là là.
les refus de rejoindre et tout ça, ça c'est le divorce. Et les autres, il n'y a que le divorce dans ce livre, je crois. Bon, je laisse parce que j'ai besoin de faire un petit machin, un petit résumé de ce que je viens de faire et d'arrêter la capture.